Professeur Jean-Philippe Collet, avez-vous un commentaire à faire sur les nouvelles recommandations européennes de revascularisation myocardique? Alors bonjour à Aziar.org. Alors elles sont résumées ici. Donc c'est ce qu'on appelle les Pocket Guidelines de la revascularisation myocardique qui ont été faites à la fois par un chirurgien et un cardiologue interventionnel comme chairman. Elles sont très bien, très pratiques et elles couvrent absolument tout le domaine de la revascularisation myocardique en allant du diagnostic de l'ischémie myocardique chez le patient stable jusqu'à la prise en charge du patient instable qui doit être revascularisé avec toutes les techniques possibles et en passant par la pharmacologie. Donc en gros, en deux mots, premièrement, elles sont très pragmatiques sur le plan de la revascularisation et elles se sont largement inspirées de l'étude Syntax. Donc pour nous, cardiologues interventionnels, ce qu'il faut en retenir, c'est tout d'abord qu'il y a une démystification du tronc commun, qui est devenue une véritable option thérapeutique, hein, c'est-à-dire ces deux B, hein, donc ça veut dire may be considered, ça veut dire qu'on peut considérer l'angioplastie comme une alternative de la revascularisation du tronc commun, et tout le reste est relativement assez bien balancé entre la chirurgie et globalement l'angioplastie. Donc on voit que la balance tourne dans la chirurgie quand ce sont deux patients qui sont tritronculaires avec un Syntax score à plus de 22, donc c'est assez fiable. Sur le versant dépistage, c'est très bien fait également, c'est très pragmatique. Et sur le versant, disons, pharmacologie, c'est probablement un tout petit peu conservateur. C'est-à-dire qu'ils sont assez conservateurs à la fois sur l'anticoagulation, et on voit toujours que l'héparine tient la dragée haute au traitement anticoagulant, alors que globalement, c'est quand même, je veux dire, un traitement qui a montré son infériorité par rapport à tous les traitements anticoagulants. La deuxième chose, je dirais, c'est le traitement par 2B3A à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, qui est une recommandation quasiment de classe 3, ce qui est dommage, hein. Ça reste quand même un traitement préhospitalier qui permet de reperfuser, donc c'est dommage de les avoir mis si basses et d'avoir donné des recommandations quasiment plus hautes dans l'angoire instable. Et enfin, la troisième chose, ce sont les nouvelles thiénopyridines, pour ce qui est de la pharmacologie, avec les recommandations sur l'utilisation du prasugrel et même du ticagrelor. Je vous rappelle que le ticagrelor vient tout juste d'avoir l'agrément par la FDA et n'est pas encore sur le marché. Néanmoins, ils ont franchi le pas, ce qui est une bonne chose. Donc il est recommandé avec une classe 1A dans la prise en charge de l'infarctus avec angioplastie, comme le prasugrel. En ce qui concerne l'angoire instable à haut risque, il y a une petite différence entre les deux médicaments, c'est-à-dire que le prasugrel est 2A, alors que le ticagrelor est 1A. Personnellement, lorsqu'on regarde cette nouvelle classe thérapeutique, elles font quasiment jeu égal chez ces patients à très haut risque, hein, c'est-à-dire que ça réduit la mortalité. Alors je pense que ils ont fait un petit distinguo entre les deux molécules, puisque globalement le ticagrelor avait une étude où il montrait plus une réduction de mortalité à cause des caractéristiques de la population. Enfin, globalement, je pense qu'elles étaient très attendues et qu'elles sont globalement à la hauteur de ce que peut attendre un clinicien.